morceau également, Patrick, une fois qu'on en a fini sur les impôts locaux, grande nouveauté. En matière de TVA, alors vous le savez, c'est un impôt qui ne nous appartient plus. Donc, oui. Dans la loi de finances, on transpose les directives européennes. Là, on en avait quand même un certain nombre de mesures à transposer. On a des mesures un petit peu sectorielles, on va en parler, mais aussi on a 3 gros dispositifs qui sont modifiés. La franchise en base de TVA, qui est modifiée, ce qui est quand même pas rien. Les œuvres d'art qui sont modifiées. La location meublée avec para-hôtellerie également qui est modifiée. Alors ça fait beaucoup pour se mettre tout ça en conformité avec la réglementation européenne, parce que soit nos dispositions du Code général des impôts n'étaient pas conformes, soit effectivement on a eu de nouvelles dispositions, notamment une directive de 2022. On commence par la franchise, maintenant on peut dire les franchises, puisqu'on va avoir, pas tout de suite, mais c'est bientôt, il faut qu'on s'y prépare, on va avoir 2 franchises en base de TVA. Oui, la franchise, une franchise France, nationale. Une franchise Europe. Voilà, je te laisse expliquer. On va essayer. Alors, déjà pour commencer, vous savez que la franchise en base de TVA s'applique de plein droit dès lors qu'on respecte certains seuils de chiffre d'affaires. Et ces seuils de chiffre d'affaires étaient fixés de manière triennale. Donc, la dernière révision étant intervenue pour les années 2023, 2024, 2025. Or, je vous le dis tout de suite, les seuils tels que vous les connaissiez aujourd'hui ne vont s'appliquer que pour 2023 et 2024. En 2025, on aura des nouveaux seuils et vous allez, comme vous pouvez le constater, voir que les seuils ont augmenté pour les prestations de services, ils ont diminué pour les ventes. Et donc, aujourd'hui, il est d'autant plus important, d'ores et déjà, même si l'application n'est qu'en 2025, d'avoir ces seuils en tête, parce que le seuil de chiffre d'affaires réalisé par vos clients en 2024 va conditionner s'ils sont ou pas à la franchise en base de plein droit en 2025. Et on va vous expliquer pourquoi. On change les seuils, on change les règles de franchissement des seuils. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous le constatez, là où j'étais à un seuil de droit commun pour les ventes à 91 900, eh bien, je suis désormais à 85 000 euros. Et j'avais un seuil majoré de 120 000 et là je passe à 93 500 et vous le constatez, c'est le même principe sur les prestations de services. Et quand on était à la franchise en base de plein droit, cela voulait dire que je ne mentionnais pas de TVA sur mes factures et je n'avais en contrepartie aucun droit à déduction. D'ailleurs, vous le savez tous, la mention sur la facture, c'est article 293B du CGI. Du fait d'avoir changé ces seuils, il faut savoir qu'en principe, je dis bien en principe, c'est vos seuils définitifs. Il n'y aurait plus de révision triennale. C'est-à-dire que là où jusqu'à présent il fallait les changer tous les ans, maintenant on les changera, tous les 3 ans, maintenant on les changera plus. Et tout ça parce qu'il faut se mettre en conformité, comme le disait Patrick, avec le droit de l'Union européenne, et que, comme dans tous les États, qu'on ait à peu près tous les mêmes seuils. Donc, une fois qu'on a vu que les seuils ont changé, juste une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, pour savoir si vous êtes à la franchise en base de plein droit ou pas, il vous faut regarder le chiffre d'affaires des 2 années précédentes. Et donc, c'est cette règle-là, pour la franchise en base en France, qui va changer, puisque aujourd'hui, dans les seuils, on vous dit, vous ne regarderez plus les 2 années précédentes, vous allez juste regarder N-1. Donc, plus simple. On fait plus simple, on regarde que l'année d'avant. Raison pour laquelle je vous ai dit, au 1er janvier 2025, vous allez regarder ce qui s'est passé en 2024. Donc vous avez tout intérêt à connaître dès le 1er janvier 2025, allez on va dire le 2, puisque le 1er on se remet un petit peu quand même, et bien dès le 2 janvier 2025, il faut savoir quel est le chiffre d'affaires du client pour l'année 2024, pour savoir si les factures qu'il va émettre à compter de cette date sont à la TVA ou sans TVA. Et on va regarder que le seuil de droit commun, on ne regarde même pas le seuil majoré. Exactement. Les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est les 85 000 euros pour les ventes et 37 500 pour les prestations. Exactement, tout à fait. Donc si on prend un exemple pour expliquer ces règles de dépassement, eh bien on vous dit, si vous avez en N-1 un chiffre d'affaires inférieur à 80 000 euros, vous êtes de plein droit à compter de N à la franchise en base. Donc si on devait transposer, eh bien N-1 c'est 2024, N c'est 2025, eh bien si j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 80 000 euros, je suis de plein droit à la franchise en 2025. Si j'ai un chiffre d'affaires de 87 000 euros, eh bien j'ai dépassé les 85 000 qui est mon chiffre d'affaires, mon seuil de référence de droit commun, eh bien je suis de plein droit à la TVA et toutes mes factures doivent être avec TVA. Et par contre, si en cours
L'année N-1, donc, on a un chiffre d'affaires de 94 500 en l'occurrence. J'ai dépassé ce qu'on appelle le seuil majoré l'année précédente. Il est évident que l'année d'après, je suis à la TVA. Par contre, la nouveauté, à compter de 2025, c'est que si vous dépassez en cours d'année, et donc on va dire qu'en cours de l'année 2025, vous dépassez le seuil de 95 000, alors je ne l'ai pas retenu... 93 500, pardon, eh bien, vous êtes à la TVA à compter du jour du dépassement. Et là, c'est encore une bonne nouvelle, plus simple. Pourquoi? Parce là, en ce moment, quand vous dépassez le seuil majoré en cours d'année, c'est-à-dire que vous êtes là en cours d'année 2024, vous dépassez les seuils qui sont actuellement applicables, à savoir pour les ventes 101 000, eh bien, vous étiez à la TVA à compter du premier jour du mois du dépassement. Donc, si vous dépassiez le 15 du mois, il fallait refaire toutes les factures, en principe, depuis le premier jour du mois, pour être en règle. Mais bien entendu, vous le faisiez tous. Là, ce sera plus simple, c'est à compter de la date du dépassement, ce ne sera plus à compter du premier jour du mois. Voilà pour ces premiers changements. C'est presque plus simple, parce oui. qu'on n'a plus qu'un seuil à regarder pour savoir au 1er janvier si on est en franchise ou pas. Par contre, effectivement, il faut dès le 1er janvier connaître précisément le chiffre d'affaires N-1 pour savoir si on a dépassé. Et puis le seuil 2025, on va d'ores et déjà l'appliquer sur le chiffre d'affaires 2024 quand même. Donc c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête dès à présent. Et alors, autre mesure, alors ça c'était la franchise dite nationale. Et puis vous avez ce qu'on a maintenant désormais la franchise en base dite européenne. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire qu'on va devoir l'appliquer. La franchise en base européenne est seulement une volonté du législateur de simplifier les choses pour les entreprises, tant pour les entreprises françaises qui vont aller dans un pays de l'Union européenne réaliser des opérations imposables, tant que pour, par exemple, je vais prendre un exemple plus simple, un Italien qui réalise des opérations en France, il pourra bénéficier de la franchise en base française, et la France qui va aller en Italie pour les opérations imposables en Italie pourrait bénéficier de la franchise en base italienne, avec les seuils qui sont correspondants. Donc autrement dit aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui vont pouvoir bénéficier en France de la franchise en base? Eh bien vous avez nos entreprises établies en France, classiques, celles qu'on connaît avec les seuils qu'on vient de voir, et vous avez également des entreprises qui vont être établies dans l'Union européenne. Mais pour ça, au-delà du seuil, je prends l'exemple de mon Italien qui veut venir en France, au-delà du seuil de la franchise en base française nationale qu'il va devoir respecter, il faut également que son chiffre d'affaires annuel réalisé sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne soit inférieur à 100 000 euros. Donc, deuxième condition. Et ensuite, pour cela, il faut que l'Italien notifie à son administration fiscale italienne qu'il souhaite appliquer la franchise en base en France. À l'inverse, un Français, une entreprise établie en France qui souhaite aller appliquer en Italie la franchise italienne, il va devoir avoir un chiffre d'affaires dans l'Union européenne annuel inférieur à 100 000 euros au titre de l'année précédente, de l'année en cours et de l'année précédente, j'ai oublié de préciser. Et enfin, il faut qu'il notifie au fisc français qu'il souhaite appliquer la franchise en base en Italie. Avec cette mention spécifique, on connaît celle 293B, eh bien on connaît maintenant le 293B bis. Alors attention, la procédure pour faire la notification préalable auprès des administrations, et notamment l'administration française, c'est qu'on envoie donc une notification à l'administration fiscale française qui attribue un numéro spécifique d'identification à l'entreprise française qui veut aller en Italie, par exemple. Et ensuite, il faut faire des déclarations de chiffre d'affaires et même des déclarations de chiffre d'affaires au titre tous les trimestres, au titre des pays de l'Union européenne dans lesquels il n'a réalisé aucun chiffre. Donc, c'est une procédure bien spécifique, très contraignante. Et sans vouloir prononcer un autre mot que vous entendez beaucoup en ce moment, il y a des chances qu'on ait un nouveau guichet qui voit le jour pour pouvoir respecter toutes ces obligations déclaratives, dès lors que votre client le souhaite. Il n'est pas obligé de l'appliquer. Et en plus, il n'est pas tenu d'être à la franchise en base en France pour pouvoir appliquer la franchise européenne.
Ça peut être effectivement assez intéressant quand on a une mission dans un pays voisin, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir d'activité là-bas, de se dire, bah tiens, si je fais moins de 100 000, alors quelle que soit l'activité, vente ou prestation de service, un seuil global est unique, donc c'est encore plus simple que la franchise française. Je fais moins de 100 000 de chiffre d'affaires, je peux me placer sous la franchise, ça peut être quand même assez pratique. Par contre, effectivement, les obligations déclaratives sont un petit peu lourdes. Mais on y verra clair plus tard. Alors, on parle de location meublée tout à l'heure, BIC, montant de revenus imposables et en TVA. Comment ça marche? Qu'est-ce qui change? Alors, il y a un petit changement suite à, vous l'avez vu, la jurisprudence du Conseil d'État, et le législateur a donc modifié les dispositions en matière de TVA sur l'hôtellerie et la para-hôtellerie. Vous savez que jusqu'à présent, on avait deux régimes distincts pour la mise en location de locaux à usage d'habitation. Elle est par principe exonérée sans possibilité d'option. Vous faites une location meublée classique, comme on parlait tout à l'heure, vous n'avez pas de possibilité d'opter. Par contre, nous disait le Code général des impôts, si votre location, elle est assortie de prestations para-hôtelières, là, c'est même pas une option, vous êtes de plein droit à la TVA sans possibilité d'y échapper. Donc, il fallait bien faire la distinction entre, ce qu'on pourrait appeler la location meublée sans prestations para-hôtelières et avec prestations para-hôtelières. Les prestations para-hôtelières, il y en a 4, vous les connaissez bien, et le Code général des impôts, 261D, nous disait, si vous rendez 3 des 4 prestations para-hôtelières, au moins 3 des 4, ça veut dire que vous êtes comme un hôtel, et donc votre location, elle est forcément TVA. Et les 4 prestations, c'est fourniture du petit déjeuner, fourniture du linge de maison, nettoyage régulier des locaux, accueil personnalisé de la clientèle. 3 sur 4, TVA qui s'applique de plein droit. Jusqu'à ce qu'un contribuable saisisse le Conseil d'État en lui demandant de donner son avis sur la conformité de notre article du Code général des impôts par rapport à la directive TVA. Et là, le Conseil d'État nous a expliqué le 5 juillet dernier que ce qu'on faisait depuis bonne trentaine d'années n'était pas conforme à la directive TVA, parce que la directive nous dit qu'il y a de la TVA qui doit s'appliquer sur une location meublée dès lors qu'elle est réalisée dans des conditions de concurrence avec le secteur hôtelier. Et le Conseil d'État nous dit les critères qui sont fixés dans le Code général des impôts ne sont pas forcément applicables pour juger de la mise en concurrence ou pas avec un autre secteur d'activité. Et en fait, il faut apprécier la situation au cas par cas pour savoir si on est en TVA. Bon, merci le Conseil d'État, parce qu'apprécier la situation au cas par cas entre le contribuable et l'administration fiscale, si on ne pose pas de règles, il n'y aura pas souvent d'accord. Et donc le législateur a dit on ne peut pas laisser la situation en l'état et il faut qu'on fixe dans la loi des critères de mise en concurrence pour être conforme avec la directive et qui soient applicables et par les contribuables et par l'administration fiscale. Et donc on a modifié le 261D du Code général des impôts pour nous rajouter un critère. Alors désormais on va distinguer le secteur hôtelier du secteur résidentiel, donc je mets à part tout ce qui est location, résidence étudiant, résidence senior, etc., ça relève du secteur résidentiel et on n'a pas changé la règle pour ces secteurs d'activité. Il y a obligatoirement TVA s'il y a 3 des 4 prestations, mais c'est pas dans ce domaine-là que ça posait le plus de difficultés. Par contre, dans le secteur hôtelier, on va dire la location meublée classique avec prestation, là, le législateur nous a rajouté une condition. Il nous a dit, pour nous mettre en conformité, désormais, c'est pas une, mais 2 conditions qu'il faut respecter. La première, c'est que la prestation de location soit sur une durée qui n'excède pas 30 nuitées. Et deuxième condition cumulative, c'est respecter au moins 3 des 4 prestations para-hôtelières qu'on connaissait jusqu'à présent. En fait, on n'a pas changé, j'ai envie de dire, beaucoup la règle. La seule chose qu'on nous dit, c'est que pour être comme un hôtelier et avoir de la TVA qui s'applique de plein droit, il faut faire des locations de courte durée, en tout cas, qui n'excèdent pas 30 nuits, ou en tout cas, dans le contrat initial, c'est comme ça que c'est formulé dans la loi, n'excède pas 30 nuits, puisqu'on nous dit sans préjudice. Sans préjudice des renouvellements et autres. Donc, voilà. Mais c'est la notion sans préjudice. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir un renouvellement, ça veut dire que si vous avez votre appartement, vous voulez le louer pendant 1 mois et demi, vous faites un contrat de 20 nuitées, et puis au terme des 20 nuitées, vous le reprorogez pour 20 nuitées. Là, c'est bon, vous avez respecté le critère des 30 nuitées, mais si vous faites 40 nuitées d'un coup, ça ne marche pas. Voilà, faites comme si je ne vous avais rien dit, bien évidemment, respectez la condition des 30 nuitées. Donc on est parti avec ce nouveau critère, 1er janvier 2024, ça s'applique moins de 30 nuitées, et 3 des 4 prestations para-hôtelières. Je ne suis pas sûr
ait réglé les satisfasse complètement le Conseil d'État qui nous dit qu'il faut regarder situation par situation si on est dans un état de concurrence, parce que bien souvent, c'est pas les prestations qui sont mises en cause, c'est est-ce qu'elles s'appliquent vraiment, parce qu'il y en a dans beaucoup de contrats qui sont optionnels. Ou qui nécessite de payer un supplément. Il y a la réception de la clientèle, elle est souvent pas personnalisée. On met les clés dans une boîte à lettres où on donne un code qui change tous les jours. Est-ce que c'est un accueil personnalisé de la clientèle? C'est là où on a une vraie difficulté pour savoir si on est en concurrence avec le monde hôtelier. Bon, la loi de finances y répond comme ça. On appliquera ces critères dans les prochaines années en attendant une nouvelle décision du Conseil d'État en matière de prestations para-hôtelières. De toute façon, en fait, le fait de vouloir la TVA, c'est souvent parce qu'on a des droits à déduction, et c'est ce qui nécessite, ce qui motive ensuite à vouloir respecter ces critères. Sinon, si vous n'avez pas besoin d'exercer des droits à déduction, bah, vous restez en exo et la question ne se pose pas. Je vous le disais, autre domaine dans lequel on vient modifier les règles de TVA, toujours sous le regard de l'Union européenne, c'est le régime qui s'applique aux œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité. Comment tu fais pour vendre tes œuvres d'art alors? Alors jusqu'à présent, j'avais plusieurs solutions. Alors ça dépend auprès de qui je les ai achetées. On va essayer de faire simple. Si je les ai achetés auprès d'un particulier, il m'a vendu sans TVA. Donc si je revends avec de la TVA sur le prix total, ça va faire cher, parce que je n'ai pas eu de droit à déduction, vu que je n'avais pas de TVA sur l'acquisition, donc on a mis en place ce qu'on appelle le régime de la TVA sur la marge. Donc vous vous souvenez, je n'applique de la TVA que sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Je réduis l'assiette, je peux appliquer le taux de TVA à 20%. Puis après, j'avais d'autres situations où j'avais acquis, on va dire, une œuvre d'art, soit auprès de celui qui l'a réalisée, d'un de ses héritiers, soit dans un autre État, par le biais d'une importation, d'une acquisition intracommunautaire. Et là, on me disait, pour faire simple, on va taxer le prix total, mais on va réduire le taux, on va être à 5,5. Puis j'avais l'autre cas où j'achetais auprès d'un revendeur occasionnel, mais c'était plutôt rare, une association, souvent. Et là, j'appliquais le taux de 10%. Donc j'avais le régime de la marge de plein droit quand j'avais acquis auprès d'un particulier, et puis pour mes assujettis revendeurs, qui eux étaient à la TVA sur le prix total, on leur disait, vous avez la possibilité aussi d'opter pour la marge. Bon, donc, du coup, vous réduisez l'assiette, parce que vous faites une différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Par contre, vous n'avez pas le même taux, c'est le taux normal, et c'est plus le taux de 5,5 ou le taux de 10. Bon, c'est un petit peu compliqué, ça l'est toujours. On va se mettre en conformité avec la directive européenne, et puis on va, je trouve, simplifier assez considérablement les choses, ce qui est plutôt une bonne affaire pour nous, puisque désormais on nous dit, peu importe auprès de qui vous ayez acheté votre œuvre d'art, quand vous allez le revendre, c'est 5,5 sur le prix total. Sauf si vous êtes sur la marge. Parce que si vous êtes sur la marge, c'est pas sur le prix total, l'assiette est beaucoup plus petite, on va garder le taux normal, mais attention, on vous supprime la possibilité d'opter pour la marge. Ça veut dire que vous pourrez être sur la marge que lorsqu'elle s'applique de plein droit. Quand est-ce qu'elle s'applique de plein droit? Lorsque j'ai acquis auprès d'un particulier qui, lui, ne peut pas mettre de TVA. Donc, quand je revends, je vais rester sur la marge au taux normal, ou je pourrais opter pour être à 5,5 sur le prix total. Dans tous les autres cas, quand je vais revendre, je serai à 5,5 sur le prix total. Ce qui, in fine, ça a été vu avec les professionnels du secteur, ça n'a pas changé grand-chose en matière de rentrée fiscale, puisque que je sois sur la marge, donc sur une petite assiette avec un taux large, ou sur une assiette large avec un taux plus faible à 5,5, in fine, le but, c'est que ça revienne au même pour les professionnels, mais que ce soit plus simple. À compter de 2025, je serai désormais que à 5,5 de TVA, acquisition-revente, sauf si j'acquiers auprès d'un particulier, pas de TVA, et quand je revends, possibilité d'être sur la marge, sauf option sur le prix total de vente. Un autre secteur également qui est... alors oui, j'avais oublié. Voilà. Dernier dispositif, pour effectivement ceux qui revendent des objets d'art, il y a possibilité d'appliquer ce qu'on appelait la marge forfaitaire. La marge forfaitaire, c'est-à-dire qu'on disait, comme je ne connais pas le prix d'acquisition, c'est pas que je ne veux pas le connaître, mais si je prends le cas que tu nous cites souvent comme exemple, je vais aux ventes aux enchères et puis j'achète un lot d'assiettes, de verres, de tableaux, de lampes, etc. Puis je les revends à l'unité. J'ai acheté pour un prix global, je n'ai pas de prix d'achat unitaire. Donc on nous disait, vous pouvez utiliser la marge forfaitaire. Marge forfaitaire, vous prenez le prix de vente et vous dites que vous l'avez acheté pour 30% de votre prix de vente. Ce dispositif, on le supprime à compter de 2025 également, puisqu'on va taxer le prix de vente total, mais à un taux réduit de 5,5. Voilà. Ce qui devrait revenir à peu près au même.
Alors, donc encore au niveau du taux de TVA dans un secteur bien particulier qui est le monde équestre. Vous savez qu'à chaque fois, on se pose la question de savoir quels sont les taux de TVA à pratiquer. C'est toujours un peu compliqué. Alors, j'ai envie de dire que la mesure, ça change, mais ça change pas, puisque on avait dans la loi le fait de dire que l'enseignement de l'équitation et d'autres opérations étaient à 20, mais que pas sur la base de la doctrine administrative. On avait déjà plein d'opérations dans le monde équestre qui étaient à 5,5. Et aujourd'hui, et notamment, vous aviez l'animation, activité de démonstration, visite des installations sportives afin de se familiariser avec le monde équestre, l'accès au centre, tout plein d'opérations. Eh bien, la loi de finances finalement ne fait que légaliser des choses qui étaient déjà dans la doctrine, et notamment donc tout ce qui est enseignement pratique de l'équitation. Ça étend à l'enseignement et ça légalise pour le reste. C'est exactement. Et donc, pour ceux qui faisaient déjà du 5,5 pour certaines opérations, eh bien, vous aurez du 5,5, continuez à faire du 5,5. Et pour l'enseignement et la pratique de l'équitation, vous étiez à 20, vous passez à 5,5. Et dès à présent, donc on est le 15 janvier, mais depuis le 1er janvier 2024, c'est le taux qu'il convient d'appliquer. Alors, vous allez peut-être vous dire, ah oui, j'avais oublié les véhicules. Alors, l'autre jour, on nous a fait remarquer qu'on allait pouvoir transformer la Porsche pour pouvoir transporter des équidés, mais on nous a dit, pour les véhicules qui sont exclus du droit à déduction, en général, eh bien, puisque je vous rappelle qu'en TVA, c'est l'usage pour lequel le véhicule a été conçu. S'il a été conçu pour le transport de personnes, eh bien, c'est exclu du droit à déduction. On avait pour les véhicules mixtes, se pose toujours la question, et notamment là, on disait, si le véhicule avait été aménagé pour le transport des équidés, on ne pouvait pas déduire la TVA, et bien là, on va avoir une exception. Et depuis le 1er janvier 2024, effectivement, on va pouvoir déduire la TVA sur ces fameux véhicules dits mixtes et qui ont été aménagés. Quel que soit le véhicule, c'est pour ça qu'on disait, est-ce qu'on peut transporter un équidé dans une Porsche, ça serait exonéré, mais bon, même un petit poney, ça va être... Oui, après, il y a plein de tailles de poney. Voilà, sinon toujours dans des secteurs bien spécifiques, et même si vous allez nous dire oui mais nous la pêche, eh bien c'est pour vous dire la subtilité de notre droit fiscal. La vente des produits de la pêche était exonérée de TVA. Qui dit exonération de TVA, comme dans n'importe quelle règle aujourd'hui, dit pas de droit à déduction, puisqu'on est exonéré. Et là, pour ouvrir des droits à déduction au profit de ces vendeurs des produits de la pêche, eh bien on va leur dire qu'ils sont taxés mais à un taux zéro. Une exonération, c'est pas la même chose qu'une taxation à taux zéro. Et quand on dit taxation à taux zéro, eh bien, en contrepartie, cela signifie qu'on a des droits à déduction. Et là où c'est encore plus intéressant pour ces personnes qui vont être concernées, c'est que ça va leur ouvrir droit à des droits à régularisation, éventuellement sur l'achat du bateau. Puisque s'ils ont eu de la TVA et qu'ils n'ont pas pu la récupérer à l'époque parce qu'ils étaient en exonération, du fait de cette taxation à taux zéro, eh bien, ils vont pouvoir la déduire. Alors, je vous rappelle qu'on a ces 5 pour les meubles, pour les immobilisations meubles et 20 pour les immeubles. Donc, ça peut avoir un impact important en matière de trésorerie pour ces personnes. Droit à régularisation, vous le savez, c'est lorsqu'on a des changements d'activité. Alors en fait, c'est le cas, puisque j'étais dans une activité exonérée, je passe dans une activité taxable, à zéro, mais taxable quand même. Et vous savez qu'on doit faire un suivi en matière de TVA sur tous nos biens, mobiliers ou immobiliers, pour être sûr qu'ils sont affectés au bon secteur dans les années qui viennent. Et s'il y a un changement de secteur, ce qui est notre cas, j'ai droit ou je dois faire des régularisations. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, mais pour les véhicules, pour tous les biens. On doit faire ça et on doit regarder ce qui se passe dans les 5 ans qui suivent l'acquisition de tous les biens de l'entreprise pour savoir s'ils sont dans le bon secteur de TVA et si on doit ou pas faire des régularisations. Donc là, c'est un cas classique. On passe d'un secteur non taxable en TVA à un secteur taxable, même à zéro, c'est taxable. Et donc, on va regarder les investissements qu'on réalisait au cours des 5 dernières années pour les biens meubles et 20 dernières années pour les immeubles. Et alors, parce que comme pour les impôts locaux tout à l'heure, la CVAE, on ne l'a pas supprimé, pas encore, on a changé. Et il y a quelque chose qui change encore. Oui, alors effectivement, on n'a pas supprimé la facturation électronique, mais on a modifié le calendrier. Vous l'avez vu dans la presse, on en a beaucoup parlé. Donc on a encore, j'ai envie de dire, un nouveau calendrier. On verra si c'est le dernier. Alors c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le texte de loi prévoit déjà qu'on puisse déjà le reculer de 3 mois sans faire une nouvelle loi. Par décret, comme ça on a au moins 3 mois de marge, mais on verra pas s'il y a besoin d'une loi. Donc 2 nouvelles dates à retenir, 1er septembre 2026. Alors les deux, et deuxième date 1er septembre 2027, mais les 2 dates sont importantes. Pourquoi ? Parce que même si la première date est censée ne concerner que les grandes entreprises,
C'est à cette date-là, 1er septembre 2026, que tous les assujettis doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. Non pas de les émettre ni d'envoyer des données à l'administration fiscale, mais au moins de réceptionner des factures électroniques. Pour ce qui est de l'e-invoicing ou l'e-reporting, c'est-à-dire d'émettre des factures électroniques et de transmettre les données à l'administration fiscale, pour nos clients TPE-PME, on a un an de plus, puisqu'il faut être prêt au 1er septembre 2027, mais un décret pourrait décaler cette date de 3 mois, comme vous le voyez à l'écran. Juste, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet de la facturation électronique, juste pour vous rappeler les seuils à respecter. Pour être dans la deuxième date, il faut être PME ou micro-entreprise, donc moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires ou un total bilan qui n'excède pas 50 ou 43 millions d'euros. Et ce que nous précise la loi de finances, qui est assez intéressant et qu'il faut garder en tête, c'est que on va apprécier les seuils pour savoir de quelle date on relève, entité juridique par entité juridique. Peu importe qu'on soit dans un grand groupe, si je suis la petite filiale d'un grand groupe, j'aurai ma propre date, puisque je suis une entité autonome, et si je respecte la définition des PME et micro, ben moi ce sera septembre 2027, même si ma société mère c'est septembre 2026. Et deuxième précision importante, c'est, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous avez mis en place des groupes TVA, ce qu'on appelle la sujetti unique. Si c'est le cas, quelle que soit, là cette fois-ci, c'est le principe inverse qui s'applique, quelle que soit la taille de l'entreprise membre d'un groupe de TVA, on va leur appliquer la première date, donc le 1er septembre 2026, pour tous les membres du groupe TVA, quelle que soit la taille du groupe et des entreprises qui la composent.